said she's in heaven. No, she's not. She's in a coffin. Not true. She's in heaven. She's an angel. What's an angel? A baby with wings. Every time you make your ma cry, you kill an angel. I make my ma cry all the time. Sometimes I just look at her and she cries. Someone who doesn't blink. They go to heaven and become an angel. That's not so, Aben. Your ma's in a coffin being eaten by worms. Not so. You gonna cry, Aben? No. Why, your eyes wet then? Aben's crying. Aben's crying. Aben's crying. Aben's crying. Aben's crying. Bienvenue dans Bizarroïde, le podcast qui cherche des passages secrets entre les images. Dans cet épisode, je reçois Karine Bach et Patrice Véry, les éditeurs d'Extra Lucide Film, dont les merveilleux Blu-ray feront assurément le bonheur des cinéphiles en cette fin d'année, au pied du sapin. Du film culte à réhabiliter, à l'œuvre totalement oubliée, en passant par les films inclassables et les enthousiasmantes découvertes, Extra Lucide Film construit un catalogue exigeant, mais néanmoins accessible, avec un goût affirmé pour les marges et les visions de cinéastes singulières. Balade attristée, Zone humide, Golden Glove, Bellflower, ou encore les nouvelles éditions des films de Dario Argento, nous avions l'embarras du choix pour la programmation de ce podcast, où il sera finalement question d'une révolte féministe punk, d'hémoglobine mélangée à de la crème solaire, et d'un enfant perdu dans un monde évidemment bizarroïde. We are the children of the light, and we will continue to fight, not against the flesh and blood, but against the system that names itself falsely. For we have stood on the promises far too long now, that we can all be equal under the cover of a social democracy, where the rich get richer and the poor just wait on their dreams. Bonsoir Patrice, bonsoir Karine. Bonsoir. Avec les trois films que vous avez choisis, on va d'abord réfléchir, on va d'abord prendre conscience, on va s'indigner et se révolter, puis ensuite on va frémir, on va souffrir, on va divaguer, on va même peut-être se perdre, mais au final on va terminer dans la joie et l'allégresse, même si on va voir que le rire sera peut-être un rire grinçant tout de même. Alors, avant de parler des deux films que vous avez édités sur support physique, on va commencer par un film qui lui aussi, je pense, mérite une sortie, une édition française Blu-ray DVD en bonne et due forme, puisqu'il s'agit de Born in Flames de Lizzie Borden, sorti en 1983. Est-ce que l'un de vous deux réussirait à faire un pitch de Born in Flames, en tout cas présenter le projet artistique du film? On va dire que c'est un film quand même réalisé en 83, féministe, qui se déroule dans un New York dystopique, où des groupes de femmes se forment pour lutter contre l'oppression patriarcale. Et donc le style du film est à la fois très documentaire, très punk, très do it yourself, et ça le rend unique par la façon dont c'est traité. Et je n'ai pas vu d'autres exemples de ce type de film, en tout cas punk, féministe, dystopique dans le cinéma. Alors on est vraiment sur du cinéma indépendant. J'ai lu que le film avait mis 5 ans à se faire en fait. Le tournage du film s'étale sur 5 ans, ce qui explique d'ailleurs que le film est daté de 83, terminé et présenté au public en 83, mais qu'il y a aussi ce côté fin 70 et punk en fait, si le tournage a commencé 5 ans plus tôt. Il y a cette ambiance du New York de la fin des années 70. On a un New York qui fait un peu penser au New York des Guerriers de la Nuit de Walter Hill. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est sa vertu pseudo-documentaire, on va dire, la façon dont il est tourné, et le côté témoignage d'une époque. Voilà, c'est intéressant de revoir ce New York pré-Giuliani. On est avant l'arrivée du procureur Giuliani, qui ensuite deviendra maire de New York, qui a un peu nettoyé New York, gentrifié New York à la fin des années 80, début des années 90. Là, on est encore sur un New York craspec, un New York foutoir, un New York où se confrontent les différentes communautés sans être chacune parquée clairement dans un ghetto. Donc, elle a tourné ce film sur 5 ans pour $150,000, donc c'est vraiment un tout petit budget, comme t'as dit, do it yourself, c'est vraiment un film guérilla, alors en plus au double sens du terme. Tu connais davantage la personnalité, toi,
de la réalisatrice Lizzie Borden, Bah écoute, on est en personnalité contact atypique. avec elle, donc je pense qu'on en saura un peu plus, mais elle reste toujours très engagée. Ça veut dire que si une association demande de faire une projection et qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, elle est du genre à dire allez-y, voilà. Si quelqu'un veut le projeter contre un mur en extérieur, elle dit allez-y, quoi. Donc le but pour elle, elle a besoin de sous, mais elle est très punk et très dissidente. Et ce qui est marrant en fait, c'est que le titre du film, ça devait être, je crois, Les Guerrières, qui était un roman de Monique Witting, une Française, qui a été écrit en 69 et qui raconte effectivement l'essai en tout cas de la prise de pouvoir par les femmes contre le patriarcat. Et donc ça devait s'appeler les Guerrières avant Born in Flames. Et ce roman a été on va dire, réédité et c'est devenu une sorte d'emblème féministe en tout cas qui reste ancré aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai vu un truc intéressant sur la réalisatrice, c'est que son prénom, c'est Linda, en fait. À l'état civil, à la naissance, elle s'appelait Linda. Et elle a choisi Lizzie Borden, qui est une figure meurtrière américaine. Hein. C'est le nom d'une meurtrière qui a massacré sa famille à la fin du 19e siècle, si je dis pas de bêtises. À l'heure où on enregistre le podcast, la saison 4 de l'anthologie Monstre sur Netflix est en tournage et traite justement du cas de Lizzie Borden. Je crois que c'est Billie Lourd, la fille de Carrie Fisher, qui va jouer le rôle de Lizzie Borden. Et c'est vu parfois, donc soit elle est vue comme une meurtrière atroce, sans scrupules, qui a tué pour avoir l'héritage de ses parents. Et parfois, chez certains féministes, elle est vue comme au contraire, une figure émancipatrice en fait. Elle aurait tué ses parents comme un geste d'émancipation après des années d'humiliation et d'inceste. Donc c'est intéressant qu'elle ait pris ce nom. C'est très provocateur de prendre ce nom et ça situe dans quel militantisme, dans quel activisme féministe elle s'inscrit en fait, Lizzie Borden, en prenant le nom de cette meurtrière. Tout à fait, c'est très parlant et ça lui est propre à elle effectivement dans son sentiment de révolte et de provocation. Alors, c'est intéressant de parler de la forme du film parce que c'est quand même un film très particulier. On peut pas dire qu'il y ait vraiment une protagoniste qu'on suit du début à la fin, qu'on soit sur une histoire, une trame narrative clairement installée autour d'un personnage, de la trajectoire d'un personnage. C'est plus différents fragments, comme si en fait une équipe de télévision, une équipe documentaire faisait un documentaire sur cette espèce de New York dystopique dans lequel est censé avoir eu lieu une révolution socialiste qui est en train de se corrompre, je sais pas comment dire, mais qui est en train de pourrir et qui appelle une nouvelle, une contre-révolution en fait, qui réveille les volontés de prendre les armes de certaines communautés dissidentes en fait. Je pense que de la part de Lizzie Borden, elle essayait de donner l'impression qu'on était dans une espèce de documentaire, que la caméra est une caméra documentaire qui essaie de suivre, pas objectivement, on sent qu'il y a quand même un point de vue, c'est un documentaire engagé qui prend à droite à gauche les images qu'elle peut prendre de manière fragmentaire, les images qu'elle peut rassembler en allant dans une radio associative, en allant suivre une militante, en allant même attraper des images du côté du pouvoir en place. Il y a ce côté objet filmique, objet cinématographique très intéressant parce que je pense qu'il essaie de créer un contre-discours aux actualités que voit le public à l'époque, fin des années 70, début 80. Il y a même des faux journaux d'ailleurs, des faux journaux télévisés, des faux messages officiels du gouvernement, voilà. Ouais, bah, on appelle ça une sorte de film choral finalement, et c'est vrai que ça montrait autre chose que juste le point de vue d'un personnage principal auquel on est tout le temps super habitué. Là, comme tu dis, effectivement, la caméra elle se balade partout, il y a plusieurs groupes de femmes, il y a aussi les hommes, enfin il se passe beaucoup d'événements, et on peut même voir Catherine Bigelow d'ailleurs, une petite apparition. Ah ouais? Ah oui, 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 elle oui, joue une des journalistes, je crois, c'est ça. c'est ça. Mais c'est marrant parce que on voit que c'est des images qui sont volées, enfin qui sont tournées sans autorisation. Tu vois, t'as des images de manifestations. Si tu regardes bien derrière, les passants se posent la question de qu'est-ce que c'est que cette manif, qu'est-ce qui se passe. On voit que c'est vraiment tourné sur le vif, dans des coins de rue. Ça a aussi le charme du film. Hein. C'est aussi le côté en prise avec une certaine réalité. C'est clairement de la fiction. C'est clairement une alternative temporelle, une ligne temporelle divergente de New York. Et en même temps, c'est très palpable. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce genre de film. C'est qu'on a vraiment le bitume, les tags sur le mur. J'ai même vu d'ailleurs qu'il y a plusieurs actrices qui apparaissent dans le film qui sont des prostituées pour situer aussi le contexte social. Elle a vraiment fait tourner des gens qui sont dans une certaine précarité, qui sont dans des quartiers populaires de New York, dont des prostituées qui apparaissent dans le film. Et ça lui donnera l'idée plus tard de son deuxième film qui est Working Girls, qui est sorti en 86. C'est justement en parlant avec elle entre deux prises qu'elle a décidé aussi après de parler aussi des travailleuses du sexe. Puis ce que je trouve intéressant aussi dans Born in Flames, c'est que c'est un des premiers films qui aborde le thème de l'intersectionnalité, c'est-à-dire, bah voilà, on va parler
de l'homosexualité, des genres et tout. Enfin voilà, enfin, on s'ouvre au monde réel. Ce qui est intéressant aussi, c'est comme vous disiez tout à l'heure, il y a plusieurs groupes de femmes qu'on suit, et même ces groupes de femmes entre elles divergent, ont des avis différents, sont pas Ouais. d'accord sur les actions à mener, prendre les armes, pas prendre les armes. C'est pas un groupe de femmes contre les hommes, c'est vraiment aussi des personnalités et des différentes façons de penser et de vouloir agir. Montrer toute la complexité du vivre ensemble, quoi. Et ce Ouais, qui est ouais. intéressant, ce que tu dis, Karine, c'est du coup, je refais un saut en arrière tout à l'heure quand je parlais de Monique Wittig sur les guerrières, c'est que du coup, à l'époque du MLF, Mhm. Monique était lesbienne, donc elle a écrit beaucoup de choses à ce propos-là quand elle s'est fait virer en fait du MLF parce qu'à l'époque c'était hétérocentrique et du coup les lesbiennes étaient mal vues. Donc après elle est partie à New York, mais c'est pour souligner effectivement que même à l'intérieur des groupes féminins, il y avait de grosses dissensions. Quand Patrice, tu parlais du roman Les guerrières de Monique Witting, ça m'a fait penser au film allemand qu'on a visionné il y a pas si longtemps, qui est sorti cette année, je pense, adapté du roman de Robert Merle, Les hommes protégés. Et en fait, c'est un pendant moderne au film de Lizzie Borden. L'histoire, c'est il y a une épidémie, un virus qui touche que les hommes. Et donc, en fait, ils doivent être confinés pour pas être contaminés. Et donc, c'est les femmes qui prennent le pouvoir pour les remplacer, pour qu'il y ait quelqu'un à la tête de l'État. On découvre que les femmes sont pires, plus extrémistes que le gouvernement qui était en place, gouvernement d'hommes, quoi. Mais qu'en plus, là, le film se passe en Allemagne, on peut faire des pendants, évidemment, avec l'histoire proche. Enfin, le film est vraiment super, c'est The Protected Men, film Ok. allemand de, attends, je l'ai noté, Irène von Alberti. Ok. Très cool. Et je pense que le roman de Robert Merle doit être très cool aussi. Tu as prononcé le mot intersectionnalité, Patrice. Et on sent que le gouvernement va essayer de les diviser pour ces questions-là. À un moment, elle parle justement d'une des militantes en qualifiant son acte d'égoïste, en essayant de monter les différents combats les uns contre les autres, que les femmes noires et les femmes blanches ont pas forcément les mêmes intérêts, que effectivement l'hétérosexualité, lesbianisme peuvent être aussi des raisons de séparer les combats, les classes sociales, les intérêts des différentes classes sociales aussi, hein, c'est également ça. Et le film, oui, c'est intéressant, comme tu disais, Karine. Le film va vers la lutte armée, en fait. Pendant tout le film se couve cette idée de lutte armée qui finit par exploser dans la dernière partie du film. Et c'est comment, effectivement, les différents personnages, les différents groupes dans la ville vont franchir le pas et comment elles réfléchissent à ça et comment on a besoin de peser le pour et le contre. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd en allant vers la lutte armée. Est-ce qu'on va jusque-là? Quels ennemis on peut se faire par ricochet aussi en entrant dans la lutte armée? Est-ce qu'on risque pas de retourner contre soi l'opinion publique, garder soudés les différents groupes d'action, les différentes communautés qui doivent lutter ensemble? Donc oui, c'est tout un cheminement comme ça. C'est un film qui est quand même très verbeux, hein. C'est un film qui est très bavard, qui est une illustration en fait presque d'un manifeste politique, hein. On va pas le cacher. Donc voilà, les personnages sont vraiment des personnages fonctions qui sont là pour représenter justement les différentes tendances militantes, les différentes tendances d'activisme. Mais ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, c'est que c'est aussi un film musical. On alterne en fait entre ces dialogues et des musiques qui sont composées par Maya Thompson et son groupe post-punk Red Criolla. Et donc ça rythme le film régulièrement et ça prolonge en fait les propos politiques avec une musique enragée, avec une musique brutale, punk, post-punk. Ouais, je trouve que la musique est vraiment un fil conducteur du film. Ça donne une énergie à chaque scène et du coup, les sons restent après. J'ai l'impression. Enfin, moi, après, quand j'ai vu le film, je suis allé rechercher les titres et tout ça, la BO Ouais. et j'ai écouté. Et même si à la base, c'est pas forcément des chansons sur lesquelles je serais allé, mais du coup, je trouve ça super intéressant et ça ouvre toujours des nouvelles perspectives. Il y a aussi la présentatrice de l'émission de radio là qui fait carrément du slam presque, qui est un Mm. peu la narratrice aussi, qui pose des poèmes sur juste ses doigts qui claquent ou un petit son, et elle est vraiment très très bien aussi celle. Ouais, et ça prolonge le côté do it yourself parce qu'on sent que c'est fait vraiment de manière artisanale, on va dire, hein. On sent que elle a juste des armes, voilà, assez modestes autour d'elle pour faire entendre sa voix. Il y a ce côté, voilà, do it yourself, le côté un peu brut, un peu cri primal. Ça va dans les différentes formes artistiques qui accompagnent le film, qui vont avec l'énergie de la lutte militante en fait. On avait travaillé avec une chaîne
scène l'année dernière, ils avaient fait un cycle No Wave, donc un cycle sur la sous-culture new-yorkaise fin des années 70. Et on leur avait passé également The Foreigner d'Amos Poe, Wild Style, tout ça. Et donc, il y avait Born in Flames. Et c'est vrai que ça représentait cette scène punk et New Wave. C'était quelque chose de complètement effervescence, en tout cas. Où il y a eu beaucoup, beaucoup de réalisateurs, beaucoup d'activistes. Et aujourd'hui, on sent encore leur portée qui arrive jusqu'à nous. Ben, on avait programmé dans Bizarroïd, c'était Maxime Lachaud qui avait choisi de parler de Liquid Sky. Pour moi, c'est un peu le versant underground, c'est le versant voilà bas-fond, on va dire, de Liquid Sky qui était sur la communauté New Wave, mais peut-être une catégorie sociale légèrement au-dessus, même si les personnages roulaient pas sur l'or, étaient pas non plus dans un confort de vie des dandys un peu branchés, voilà, plus vers Manhattan. Et là, on est plus dans les étages inférieurs de la ville, on est plus sur les trottoirs, dans les petites ruelles, mais tu sens la même énergie dans les deux films. Voilà, donc c'est presque la phase B en fait, la phase B un peu unplugged, la phase B garage de Liquid Sky qui est sortie je crois en 82. Alors la différence aussi de Liquid Sky, c'est que tu sens arriver le sida qui a ravagé aussi New York, enfin une grande métropole comme New York, et que là je trouve que on le sent pas encore parce que comme je l'ai dit, comme le tournage s'est étalé sur 5 ans, on parle plus souvent dans le film de drogue, le fléau qui est plus présent, c'est davantage la drogue et la violence dans la rue, les viols, des bandes qui violent des femmes, qui agressent des femmes dans les rues. C'est intéressant aussi avec cette réalisatrice, et du coup, je vais même faire un saut avec une réalisatrice sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est Karine Lubitelek, qui est une réalisatrice hongroise, qui vient malheureusement de nous quitter à l'âge de 87 ans. Leur point commun, c'est qu'elle filme les marginaux, elle filme ceux qu'on ne voit pas, elle filme ceux auxquels on s'intéresse pas. Et toutes les réalisatrices, en fait, ben voilà, elle leur donne la parole, mais aussi elle pose des fois sa caméra un peu. Hein. Judith Elec, elle a fait beaucoup, beaucoup de documentaires, c'est du cinéma direct. Et des fois, on retrouve un peu certains éléments en fait qui se tissent, malgré qu'il y en ait une qui sont en Hongrie et l'autre à New York. Et ben, il y a quelque chose de très intéressant, je trouve, dans ce fil conducteur qui traverse les hémisphères. Une dernière chose, de mon côté en tout cas, sans vouloir faire de spoiler et rien du tout, c'est que la fin reste complètement unique. Elle est terrifiante. Mais elle arrive justement à donner justement une espèce de retentissement politique et apocalyptique, on va dire, sur cette fin, avec très peu d'images, avec très peu de moyens. Elle arrive à suggérer quelque chose effectivement de très fort. Tout ça est très très fragile et on le sent, hein. Mais voilà, elle arrive quand même à te donner vraiment l'impression d'une réalité alternative et d'un contexte politique qui s'étend sur toute une ville, voire tout un pays. Donc c'est un film à tout petit budget, mais qui a des ambitions avec le nombre de personnages qu'il y a à l'écran, avec le nombre de séquences qu'il y a à tourner, beaucoup de lieux différents. Et voilà, c'est une ambition qui est assez folle par rapport à son tout petit budget. Et d'ailleurs, la résonance du film aujourd'hui, on le voit dans les travaux des universitaires américains ou anglais ou en France. Il y a une masse d'informations, une masse d'études sur ce film et c'est édifiant. Et une dernière chose encore sur Lizzie, en fait, parce qu'on parle rebelle, révolutionnaire, et en fait, à la fin, elle a été broyée. Elle a fait tourner le film Love Crimes avec Sean Young, un film de vidéoclub des années 90, à tel point en fait qu'elle ne veut plus entendre parler de ce film. Elle a été traitée comme moins que rien, ça a été remonté, enfin bref, ça a été un désastre absolu et une fin de carrière triste. J'ai vu que sur les années 90, elle est plutôt à la télévision, en fait, elle a réalisé quelques épisodes de télé pour des productions qui sont pas franchement mémorables, comme Red Shoes Diaries, qui était une anthologie de érotique, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle avec David Duchovny qui faisait le narrateur. Qui était très clipesque, tu sais. Bah, les Dessous de Palm Beach aussi, j'ai vu qu'elle avait travaillé sur les Dessous de Palm Beach. Donc des trucs qui sont très formatés 90 avec une musique au saxo qui se veut un petit peu sensuelle. Donc elle s'est retrouvée dans ce genre de production. Bah oui, c'est encore une personnalité de plus, hélas, qui a été broyée par le système. C'est difficile de poursuivre une carrière quand on a une telle personnalité, je pense, quand on a un tel état d'esprit libre. Et alors pour la petite anecdote, j'ai lu aujourd'hui, donc je l'ai noté, qu'en 391 avant Jésus-Christ, il y avait une comédie grecque d'Aristophane qui s'appelait l'Assemblée des femmes, où les femmes prenaient le pouvoir à Athènes en se déguisant en homme pour une sorte de female rage antique. Et bon, après, voilà, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, déjà, on commençait à réfléchir sur cette thématique. D'accord, ok. Donc, à lire l'Assemblée des femmes d'Aristophane. What is it? It's a baby. What happened to him? Well, he lived in a place in Japan. His skin got all silver, shiny, just like a mirror. You could see your face in it. Why? Just could. Did it hurt? Yeah, I guess. Is he alive? Mm-hmm.
You know him? No, it's just a photograph. Who's holding him? I don't know. Do you have any brothers like you're my brother? I don't know him, Seth. It's just a picture. What's his name? I don't know him. I don't know his name. It's just a photograph, okay? Well, he must have had a name. On passe à L'Enfant Miroir, un film sorti en 1990 et réalisé par Philip Ridley. Très intéressant, la personnalité de Philip Ridley, c'est un réalisateur très rare, hein, puisqu'il a sorti seulement 3 longs métrages en 35 ans. Hein. L'Enfant Miroir, c'est son premier long. Est-ce que l'un de vous deux pourrait me faire un pitch de L'Enfant Miroir? Donc l'enfant miroir, ça se passe dans la campagne américaine et on suit Seth Cameron, qui est un petit garçon qui vit avec ses parents et qui fait des blagues plus ou moins bonnes avec ses copains. Et il est persuadé que sa voisine est un vampire. Et un jour, il y a son grand frère, Dove Cameron, qui rentre de la guerre et il va tomber amoureux de cette voisine. Et donc pour Seth, c'est un terrible malheur. Il y a aussi des enfants qui malheureusement disparaissent et il est persuadé que c'est de la faute de la vilaine voisine. Oui, bah, c'est pas très facile à pitcher, en fait, à résumer les différents événements qu'il y a dans le film, parce que on a un personnage qui est encore petit, hein, qui est encore un enfant, et donc on voit vraiment les choses de son point de vue à lui, et il absorbe les différents événements qu'il y a autour de lui. L'enfant miroir, hein, The Reflecting Skin, le titre anglais est très joli, je trouve. C'est une éponge de l'étrangeté, de la violence du monde autour de lui, du monde des adultes, mais on sent qu'il n'a pas encore toutes les armes pour comprendre ce qui se passe, hein, pour vraiment faire preuve de discernement et de rationalité dans les choses qui se passent. Donc forcément, quand tu racontes l'histoire et qu'on est de son point de vue, on comprend pas forcément tout ce qui se passe, même si après, si on démêle les éléments sur le papier, on peut à peu près essayer de comprendre avec notre regard adulte exactement ce qu'a vécu le personnage de Seth. Mais voilà, comme on est vraiment collé à son point de vue, le film est étrange, les choses surgissent dans le champ de vision de Seth de manière très étrange, très baroque. Philip Ridley, j'ai dit qu'il avait donc réalisé seulement 3 longs métrages, mais Philip Ridley, c'est une espèce d'artiste polyvalent, à la fois réalisateur, dramaturge. Il est britannique, hein, d'ailleurs, on est dans un décor typique folklorique de l'Amérique, mais c'est un réalisateur britannique. Et voilà, donc c'est également un peintre, c'est également voilà un artiste contemporain. Et ça se voit dans le film, puisqu'en fait, il compose aussi avec ce film tout un univers graphique très particulier autour des couleurs de ces champs de blé, de maïs, je sais pas exactement, de ce ciel bleu, de ces baraques qui, je sais pas si elles sont réellement là dans le décor. T'as parfois l'impression qu'au contraire, elles ont peut-être été construites par un décorateur. Je sais pas si vous avez des éléments, on va y revenir ensuite, mais c'est très étrange parce que à la fois t'as l'impression que c'est un décor très vrai, très pittoresque américain, et en même temps il y a quelque chose qui ressemble un peu à une sorte de mauvais rêve, quoi, de rêve, de souvenir de l'enfance qui va tourner au cauchemar juste avant qu'on se réveille. C'est tout un travail pictural presque, hein, de la part de Philip Ridley pour composer des tableaux de ce décor, une espèce de Edgar Hooper qui tourne presque Tim Burton, quoi, on va dire. Ça rappelle aussi Tideland, vous savez, le film de Terry Gilliam. On était aussi un peu dans ce décor-là et dans cette vision de l'enfance, franchement même traumatique. Donc Karine, t'as peut-être des éléments sur la façon dont le film a été composé dans sa direction artistique? Bah, t'as vu juste en disant que Philip Ridley, c'est un artiste plasticien et protéiforme. En fait, il a fait les beaux-arts quand il était jeune et il a peint une série qui s'appelle American Gothic où c'est de la peinture, du collage, enfin voilà, plusieurs médiums aussi utilisés, où on retrouve déjà ces codes couleurs, du doré et surtout la culture, la pop culture américaine, c'est-à-dire Elvis Presley, Marilyn Monroe, les Cadillacs, enfin voilà, tout part de ce travail pictural pour ses études aux Beaux-Arts. Et il a écrit le scénario, mais vraiment à partir de ses recherches graphiques et iconographiques. Voilà, quand il était petit, il a été longtemps hospitalisé, en fait il avait des problèmes d'asthme, et donc lui il lisait les Marvel, les comics, tout ça, enfin il a toujours eu un univers très américain, de la culture américaine. Quand il cherchait à réaliser son film, il avait une idée vraiment très très précise de ce à quoi il devait ressembler, et c'est la BBC qui a proposé de produire ce film, donc c'était pour la télévision, pas du tout pour le cinéma, et ils lui ont dit bah, t'as carte blanche, fais ce que tu veux, fais le film dont tu rêves. Donc il a obtenu le
70 mm. Il a obtenu le budget et de filmer aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, il me semble. Et donc, c'est une vraie ferme. Ils n'ont pas D'accord. construit de maison, c'est une vraie ferme au milieu des champs de blé. Et en fait, ils avaient un délai de tournage très très court au moment où les blés étaient au plus haut de leur croissance, Ouais. où ils étaient le plus jaunes, les plus dorés. Et donc, le fermier, lui, voulait les couper. Et puis, il a dit non, 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 surtout pas. Je veux qu'ils soient le plus haut possible. Le fermier a dit ok, de toute façon, il était payé, donc il a perdu sa culture. Et voilà, ils ont dû attendre 1 an, en fait, quand ils ont fait les repérages et qu'ils ont vu le blé. Ils ont dû attendre l'année suivante pour tourner, que le blé repousse et qu'il en plante plus. Je crois qu'il a demandé au fermier d'en planter plus. Voilà, et pour la petite anecdote, encore une fois, le blé n'était pas suffisamment jaune à son goût, et donc ils ont peint en jaune, plus jaune, les blés pour faire l'image magnifique, somptueuse qu'on a dans le film. Ouais. Donc il me semblait bien quand même qu'il y avait quelque chose de trafiqué un peu dans le décor environnant. Après, c'est des choix de cadrage, je pense, qui donnent vraiment des effets très étranges dans l'architecture de ces maisons, qui sont effectivement des maisons typiquement américaines, néo-gothiques. Enfin, je sais pas exactement à quelle tendance l'architecture ça appartient, mais t'as vraiment une impression, oui, d'artificialité. T'as vraiment l'impression d'une vision déformée, comme si c'était un souvenir déformé de ton enfance, où la maison, elle est plus étroite, ou qu'elle est plus biscornue qu'elle était réellement, parce que tu l'as vue avec des yeux d'enfant et tu te souviens de l'impression étrange qu'elle faisait. Puis en plus, elles sont vraiment posées au milieu de nulle part, ces maisons. Comme t'as les blés qui sont très hauts, ça donne une impression très étrange. C'est presque des bateaux échoués, enfin c'est presque différentes petites boîtes dans lesquelles vivent les humains, perdus au milieu d'un océan jaune. T'as pas l'impression que ce sont les humains qui ont domestiqué ce décor. Ouais, j'ai eu l'impression quand j'ai revu le film que le décor, enfin dans tout cet ensemble, en fait, c'était une sorte de troisième œil. En fait, où, bah, comme tu dis, enfin, on mettait les humains dedans, mais qu'il y avait une sorte d'oppression malgré la Ouais. beauté. Enfin, il y a quelque chose de lynchéen, quelque chose de surréaliste, d'assez oppressant malgré cette luminosité, en fait, malgré ce soleil Ouais. éclatant, ce ciel bleu dissident. C'était quelque chose de très très lourd finalement. C'est un décor estival, hein. Je pense qu'on est en plein été pendant le film. Peut-être qu'en fait ce personnage de toute façon est bloqué dans un été perpétuel, hein. Peut-être que de toute façon dans sa tête à lui, il est piégé dans l'été, quoi. C'est une espèce de bulle temporelle qui ne se perce jamais. Mais voilà, c'est paradoxal parce qu'on a donc ce décor très lumineux qui pourrait être assez charmant et parler de l'enfance de manière assez poétique et assez légère en fait. Et pourtant l'histoire elle est contaminée dès le début. Le mal est là, présent. C'est-à-dire que c'est paradoxal parce qu'on a un personnage qui est un personnage de vampire, c'est-à-dire que le vampirisme est personnifié par un personnage, se cristallise sur un personnage que Seth accuse d'être une vampire à cause des lectures de son père. Voilà, il est influencé parce que son père lit un espèce de paperback, un roman de gare sur des vampires. C'est improbable d'imaginer un vampire dans ce décor-là, hein. Les vampires, c'est voilà, la Transylvanie, c'est un décor beaucoup plus, on imagine brumeux, sombre de cette Europe ancestrale sur lesquelles fantasment les Américains. Et il arrive à s'imaginer un vampire dans ce décor-là. Donc il y a beau avoir un personnage qui va porter le mal, en fait, en tout cas du point de vue de Seth, mais t'as presque l'impression que le vampirisme, c'est une idée abstraite qui a contaminé tout ce monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un monde vampire dans lequel vit Seth, le virus vampire, le mal, est déjà là tout le temps, partout autour de lui, et qu'il sait pas vraiment quelle est l'origine de ce mal, quelle est la cause de cette espèce de dissonance qu'il y a autour de lui. Oui, Et oui, je il sais voit pas si tu te vraiment. souviens, il y avait aussi un film qui s'appelait Sundown en 1989, qui était aussi des vampires. Alors, c'était assez comédie, mais bien sanglant et assez gore, qui se passait dans le désert. Et du coup, voilà, il y avait des vampires aussi. Donc voilà, c'était pour donner un autre exemple de vampire Au qui soleil. erre dans les régions désertiques. Bon, on a parlé de Catherine Bigelow tout à l'heure, il y a aussi Near Dark de Catherine Bigelow, qui était aussi un western vampirique, aussi, dans un décor aussi, qui est encore plus désertique d'ailleurs, on doit être plutôt du côté de l'Arizona, du nord du Texas, pour aux frontières de l'Aube, Near Dark. C'est toujours intéressant effectivement, de voir une figure du bestiaire gothique prendre place dans un décor en décalage avec ce qu'on imagine être son folklore. Mais voilà, donc comme tu disais, une impression presque lynchienne, parce qu'il y a quelque chose de diffus, il y a quelque chose d'un peu sournois dans le film, dont tu comprends que le problème, c'est pas forcément cette femme-là, c'est même clairement pas cette femme-là, c'est une vision déformée de la réalité par ce gamin, mais qu'il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi, parce que si on aligne tous les événements qu'il y a dans le film, c'est quand même un monde à la fois banal, quotidien dans lequel il vit, et à la fois assez violent. Bah, c'est l'image de ce crapaud qu'on fait exploser au début du film, tu vois. C'est à la fois un jeu d'enfant un peu innocent, et à la fois c'est atroce parce que ce crapaud explose et déverse des litres de sang autour de lui. Non, il y a toujours
toujours cette ambiance un peu malsaine qui traîne et tu assistes en fait à hauteur d'enfant à ce qui se passe. Il n'y a pas de contrepoint, c'était toujours du côté de Seth. Donc déjà, il y a aussi la bande de jeunes en Cadillac Ouais. qui sont effrayants, ces jeunes en fin de compte. Mais celui qui fait bien flipper, c'est le flic, quand même, avec sa main en plastique là et son œil, son cache-œil et tout. Et Seth, il lui parle normal, il a moins peur de lui presque que de la vampire, quoi. Enfin, rien ne va, les adultes ne vont pas en fait dans ce monde-là. Et en fait, on n'y peut rien, on l'accepte comme Seth l'accepte. Et puis le fait aussi qu'il trouve du réconfort auprès de cette espèce de momie fœtus, qu'il le prend un peu comme son ami qui est décédé, voilà, son confident. Ouais, il faut accepter l'étrange. Et de toute façon, Philip Ridley, il écrit aussi beaucoup, c'est un dramaturge, il écrit beaucoup de pièces de théâtre. J'en ai lu quelques-unes. Et en fait, on est toujours dans cet univers de l'enfance, de l'adolescence, beaucoup de relations entre frères et sœurs dans les fratries, face aux adultes défaillants, en fait, qui ne sont plus là pour s'occuper d'eux ou les gérer. Je cherche le nom de sa première pièce, Pitchfork Disney, qui est vachement bien. Et il y a encore une histoire de voiture, de gars bizarres avec un blouson de cuir. Enfin, vraiment, c'est des thèmes qui ressassent beaucoup, je pense, Philip Ridley. Et en même temps, avoir un univers comme ça, c'est dingue. Ça me rappelle aussi un peu Paper House, le premier film de Bernard Rose, qui est sorti à peu près à la même époque. Je sais pas si vous avez vu ce film, qui est aussi un anglais d'ailleurs, un britannique, hein. Bernard Rose. On était aussi à hauteur d'un regard d'enfant qui voyait la réalité déformée autour d'elle, parce que c'était une petite fille. Et d'ailleurs, dans ses visions, c'est intéressant parce qu'il y a aussi, il me semble, une maison, la fameuse Paper House, au milieu d'un champ, une maison déformée qui penche, si je me dis pas de bêtises, de manière irréaliste. Ça évoque cette espèce d'enfance à la fois naïve et violente au milieu de cette espèce de décor rural, campagnard. Quand tu parles effectivement de l'enfance perdue de la nature et tout, ça représente exactement aussi le monde de Christina, de Andrew Wyatt, le tableau. Enfin, il en parle souvent, en tout cas, dans ses interviews, où tu vois cette jeune fille qui est par terre dans les champs et qui regarde la maison au loin. Enfin, ça fait un peu Lewis Carroll en même temps. Ça reste toujours effrayant, ces distanciations, cette solitude. Oui, cette solitude, le mot que tu as dit, c'est important parce qu'il y a une vraie solitude chez Seth. Ses parents le comprennent pas vraiment, il comprend pas vraiment comment fonctionnent ses parents et il essaie de se raccrocher à son frère qui revient de la guerre. On sent que son frère revient transformé de la guerre et qu'il va aussi peu à peu perdre le lien, en tout cas le lien avec son frère est menacé par cette femme vampire. Donc c'est aussi cette solitude de Seth. C'est un gamin paumé au milieu de nulle part aussi. Mais pour revenir au personnage du shérif, au personnage du flic borgne et manchot, pour le coup là je trouve que ça apporte presque des teintes d'humour, tellement c'est un personnage complètement grotesque en fait, qui peut te faire rire parce qu'il te raconte du coup que il a jamais perdu réellement un membre dans l'exercice de ses fonctions. C'est un gag les raisons pour lesquelles il a perdu un œil à cause d'une abeille, sa main à cause d'un chien. C'est une figure d'autorité que tout le monde craint. Apparemment les adultes en parlent comme de quelqu'un qui est craint dans le voisinage et en même temps bon, ses faits d'armes sont pas si glorieux que ça. Donc c'est ça aussi qui rajoute un peu au ridicule du personnage. C'est presque une soupape d'humour dans le film, ça m'a fait rire carrément. Oui, ça fait un peu de bien aussi parce que justement, quand ça me fait penser quand on parle d'essayer de détendre un petit peu l'atmosphère, voilà, pour décompresser, les producteurs voulaient absolument que Philip Ridley mette de la musique un peu yéyé des années 50, le bebop américain et tout ça. Et lui, il dit mais carrément pas. Moi, je veux de la grandiloquence, je veux des orchestres, je veux que mon film soit vibrant, quoi, il soit gigantesque, enfin voilà, aussi grandiose que possible. Oui, c'est une musique au contraire très orchestrale, presque tragique. Enfin, sur la fin, on tombe vraiment dans quelque chose d'assez tragique. C'est Nick Bicat, je sais pas comment on prononce le nom de ce musicien, britannique également, qui a choisi une musique magnifique. Hein. D'ailleurs, le thème musical lors du générique de début est particulièrement émouvant. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu parlais de références pop culturelles qui a marqué le travail de Philip Ridley, le travail d'artiste de Philip Ridley. Mais finalement, c'est pas plus mal qu'il n'ait pas cédé sur cette histoire de yéyé, parce qu'on a des petites touches de pop culture dans le film, mais justement, elles paraissent très lointaines, elles paraissent hors de portée. Si on avait ce personnage avec tout son petit monde autour de lui, un manche-disque, comme on disait à l'époque, pour passer de la musique populaire, si on avait des comédies
comics qui traînent, si on avait le roman populaire du père, mais il le lit même pas lui-même directement, si je dis pas de bêtises, Seth. Donc tout est très lointain finalement. Il a pas beaucoup de choses auxquelles se raccrocher, il a pas beaucoup d'images, il a pas beaucoup de textes, il a pas beaucoup de culture à laquelle se raccrocher. Son frère lui donne la photo d'une pin-up typique, voilà, qu'avaient les marins dans le Pacifique dans les années 40. Et il regarde ça sans trop d'intérêt. Bon, il est pas encore peut-être complètement éveillé à la sexualité, il est encore petit. Voilà, c'est une pauvre photo par-ci. Les choses sur lesquelles il pourrait se raccrocher sont pas très réjouissantes. Elles sont présentes. Tu sens que c'est un monde qui est là, mais qui est hors champ, en fait. Ce qu'il y a en dehors de cette ferme, il existe un monde. Le frère parle de ce qu'il a vécu à la guerre, mais tout ça nous paraît extraordinairement lointain. Il y a même des moments où tu te demandes s'il existe réellement ce monde, s'il est pas pris dans une espèce de bulle, pour spoiler la fin d'un film, Della Morte Della More de Michele Soavi, mais qu'on est aussi dans une boule à neige, dans un monde clos, et que tout ça est un rêve, en fait. Voilà, en tout cas que la promesse d'un monde hors de cette maison est illusoire. Ce sont des mensonges que disent les adultes. On peut quand même signaler aussi aux spectateurs, on n'a pas cité quand même un nom important au générique, qui est quand même Viggo, hein, c'est Viggo Mortensen qui fait le rôle du grand frère, hein, Cameron il s'appelle. Un magnifique Viggo Mortensen, les cheveux teints en noir, hein, aile de corbeau pour correspondre à la même chevelure que le petit Seth, hein, ils ont en commun cette chevelure très noire. Viggo Mortensen qui retournera ensuite avec Philip Ridley dans le film suivant qui s'appelait The Passion of Darkly Noon. Qui est aussi d'ailleurs un film qui se passe dans une espèce de maison paumée au milieu de nulle part, avec un personnage comme ça qui survient de nulle part, Braden Fraser. C'est un peu une sorte de théorème de Pasolini, c'est comment un intrus vient bouleverser le fonctionnement d'un couple. Donc il y a aussi, pareil, dans Darkly Noon, un décor très étrange, coupé du monde. Mais d'ailleurs, ce qui est d'autant plus étrange dans Darkly Noon, c'est que je crois que c'est tourné en Allemagne, c'est tourné dans la forêt et en partie dans les studios de Babelsberg. Donc ça rajoute encore plus à l'étrangeté parce que c'est aussi un film très américain, très années 50, dans le même univers étendu de l'Enfant Miroir, quoi. C'est le Philip Ridley Universe. Mais pour rajouter à l'étrangeté, en plus, c'est tourné dans les magnifiques forêts d'Allemagne. C'est vraiment quelqu'un qui compose quand même une image, voilà, là avec son directeur de la photo Dick Pop, enfin, il travaille vraiment un monde à la fois très bigarré et à la fois très architecturé pour emprisonner les personnages. Si je me trompe pas, Patrice, Philip Ridley, même on peut inclure son troisième film, Heartless, il voit ces trois films un peu comme un triptyque. Il l'affirme effectivement, quoi. Et il y a aussi un aspect religieux aussi, enfin la religion pas évoquée frontalement, mais enfin voilà, qui est toujours bien présente. Le plan où Viggo Mortensen, après avoir, on imagine, fait l'amour avec sa voisine, est nu dans ses bras. Enfin, c'est la piété en fait qui est représentée. Il a une culture, une éducation religieuse et en tout cas, il met des éléments comme ça dans tous ses films. Ouais, et on sent qu'il a un rapport violent à sa culture puritaine, quoi. On sent que c'est quelque chose qui l'a marqué, qu'il a un compte à régler avec ça, hein, d'ailleurs. Ah, je pense qu'en tant qu'homosexuel assumé, voilà, il a peut-être eu, et il nous en a pas parlé, mais il a sûrement eu peut-être des problèmes, peut-être pas avec sa famille, mais en tout cas avec la communauté autour. Parce que les paroles religieuses sont toujours là pour rabaisser l'autre, pour châtier l'autre, quoi. C'est la religion ramenée à un rôle de père fouettard, d'humiliation, de châtiment, voilà. Je voulais juste te dire que dans The Passion of Darkly Noon, il y avait aussi Ashley Judd, qu'on reverra plus tard dans Le Bug de Friedkin, par exemple. Voilà. Ouais, c'est une super actrice. On a tendance à l'oublier parfois dans cette génération d'actrices, mais c'est vrai que c'est une actrice magnifique, Ashley Judd. On parlait de Viggo Mortensen tout à l'heure. C'est à noter que c'est l'un de ses tout premiers rôles au cinéma. Il est encore tout jeune. On a eu la chance de l'avoir en Zoom pour les bonus de notre édition. Alors, il n'avait pas de souvenir très précis du tournage, à part que ses jours de pause, il allait se balader dans la campagne environnante et que c'était très sympa. Mais en tout cas, il a développé un lien très profond avec Philip Ridley, une amitié et un respect vraiment très très fort. D'abord, il tourne The Passion of Darkly Noon juste après parce qu'ils ont aimé travailler ensemble. Et là, quand on lui reparle de l'Enfant Miroir, donc des années après, il a encore des mots très très tendres pour Philip Ridley et inversement Philip Ridley pour Viggo Mortensen. Voilà, il y a vraiment une très très belle connexion qui s'est faite entre deux. Mais Viggo Mortensen, c'est aussi une sorte d'artiste un petit peu hors du système, hein. Curieusement, il a travaillé sur des très grosses productions hollywoodiennes, mais je crois que d'avoir entendu qu'il avait
pas d'agent pour le contacter. Fallait, à un moment en tout cas, fallait directement trouver son numéro et l'appeler lui. Enfin, c'est un poète aussi. Hein, c'est quelqu'un qui va réciter ses poèmes dans les librairies. Il y a une sorte de fraternité d'artistes qui à la fois essaie de s'inscrire dans le système. Et on en revient à Lizzie Borden qui a eu du mal à trouver sa place après dans une industrie et dans les moyens commerciaux, hélas, que demande le cinéma. Viggo Mortensen, pour le coup, c'est un artiste un peu à part, mais qui a réussi à la fois à composer avec des projets personnels, à garder une certaine authenticité, une certaine intégrité, et en même temps à apporter son talent à des productions, voilà, où il apporte toujours quelque chose. Il a à la fois une étrangeté. C'est souvent des personnages taciturnes. C'est encore le cas dans L'Enfant Miroir et dans Darkly Noon, si je dis pas de bêtises, il est même muet, il me semble. Je l'ai vu il y a longtemps, Darkly Noon, mais je crois bien qu'il est muet. C'est des personnages taciturnes comme ça, avec un regard un peu triste, et en même temps il y a une vraie douceur, une virilité, mais pas du tout une brutalité masculine, virile. Donc voilà, je trouve que c'est toujours une plus-value d'avoir un Viggo Mortensen. Voilà, j'appelle les cinéastes, ayez un Viggo Mortensen sur vos projets, parce que vraiment, ça ajoute à tous les motifs qu'on a dans le film, le côté très looké de ce personnage. Quand il revient de la guerre, c'est pas du tout le mec qui revient en uniforme des années 40, cette image cliché du mec avec son béret coincé dans le galon et tout. Il arrive comme ça avec une espèce de veste noire, comme s'il portait un peu déjà le deuil du jeune homme qu'il était et qu'il n'est plus. Donc lui-même, il est intégré dans le look du film, avec aussi cette voiture noire, la voiture du gang, cette magnifique bagnole noire, mais très inquiétante là aussi. On revient aussi à quelque chose de fantomatique, tu vois, c'est presque une voiture de fantôme, une voiture de créatures nocturnes, des créatures des ténèbres au milieu de ce décor jaune. Donc il y a plein d'éléments comme ça. C'est une espèce de American Gothic, hein, mais revu façon années 50, revu avec les matériaux, avec les formes des années 50, et ça compose quelque chose de très intéressant. Wait a minute. Chickla, move a little to the left. A little more. And Yo-Yo, lean your head in closer. Keep going. Yeah, that's it! The pizza waitress with 3 heads! Oh. Bettina Pong! No one must know my true identity. I ran away from the studio. You can't imagine what it's like being exploited by those lousy flesh peddlers and power brokers. Everyone wanting a little piece. I'm not a pepperoni. On termine avec Psycho Beach Party, sorti en 2000 et réalisé par le mystérieux Robert Lee King. Alors là, lequel de vous deux veut faire un pitch du sympathique Psycho Beach Party? Je vais me coller, je suis allée chercher le Blu-ray pour pas me planter comme pour L'Enfant Miroir. Et ben voilà, comme ça c'est plus simple. Alors, été 1962, le drive-in est le lieu incontournable où les jeunes se donnent rendez-vous pour flirter, jusqu'à ce qu'un cadavre soit découvert, la première victime d'un tueur en série. Florence Chiclette Forrest est une jeune fille maladroite en quête de popularité et dont le rêve ultime est d'approcher la bande des surfeurs et leur leader, le grand Kanaka. Le problème, c'est que Chiclette a plus de personnalité qu'une pizza pepperoni à part. Et lorsque ses nouveaux amis surfeurs se mettent à tomber comme des mouches, elle commence sérieusement à douter de son innocence. Ah oui, c'est merveilleux. Je comprends que tu as eu besoin de t'aider du Blu-ray, bravo. Bon, on a dit drive-in, on a dit plage, on a dit surfeur, voilà, je pense qu'on a campé un peu le décor de Psycho Beach Party. C'est clairement un pastiche, hein, c'est un film qui imite un genre qui tourne en dérision, une forme cinématographique, un style, des tropes narratifs et un langage de réalisation, même si je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le film se cantonne pas à ça. On a cette impression-là dans le début du film et on a quelques éléments effectivement qui font très parodie de films des années 60 pour teenagers des années 60. Quand ils sont sur un surf, bon, on est sur un fond vert pour représenter derrière, enfin, à l'époque c'était plutôt, de mon avis, des projections, je veux dire, et les acteurs qui faisaient semblant d'être instables sur des surfs. On a 2-3 trucs comme ça, 2-3 effets sonores aussi, je pense, voilà, et une façon de jouer aussi, surtout. Ils ont essayé d'émuler le jeu des années 60, de ce qu'on demandait aux jeunes comédiens dans ce genre de comédie légère de l'été. Mais au-delà de ça, bon, le film, il prend sa liberté avec ses formes, il s'enferme pas dans ces formes-là. Il s'agit pas de faire 1h30 de gags autour de ça. On a plein de moments quand même où
on décroche de ce parti pris. La caméra est quand même beaucoup plus libre qu'elle était dans les années 60. Même dans le jeu des acteurs d'ailleurs, il va y avoir différentes nuances, différentes fluctuations entre le moment où on en revient aux années 60 et puis on essaie d'avoir quand même un discours un peu plus moderne, une façon de jouer un peu plus moderne. Vous attendez pas à avoir une espèce de parti pris qui est tenu complètement jusqu'à la fin du film. Le film s'émancipe quand même de cette forme-là, mais c'est quand même ça qui est savoureux dans le film, c'est justement la façon dont il va mettre en boîte ce genre de production et ce genre de représentation de l'adolescence qui est complètement caduque dans les années 2000, si tant est que dans les années 60, c'était vraiment très pertinent. Oui, alors moi j'adore ce film, je pourrais en parler des heures, mais on va essayer de faire court quand même. Mais quand même, la genèse du film est super intéressante à raconter. En fait, à la base, Psycho Beach Party, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par Charles Busch, qui est également scénariste du film, qui a adapté sa propre pièce de théâtre pour le cinéma et qui joue le rôle de la policière. En fait, Charles Busch, c'est un comédien dramaturge pour le théâtre et c'est une grande figure drague de New York et pas de Broadway, mais des avenues parallèles à Broadway. Et il avait une pièce de théâtre, donc de drague, un spectacle de drague. À la fin du spectacle, le rideau se baisse et il revenait devant le rideau pour remercier le public d'être venu et annoncer les prochains shows et tout ça. Et en fait, c'était devenu un jeu. Il inventait des noms de pièces de théâtre, de prochaines œuvres. Et il y en avait une, c'était Gidget Goes Psycho. Parce que Gidget, c'était l'héroïne de... Alors, c'était pas un beach movie, mais bon, c'était une série télévisée. Et donc, t'avais Gidget Goes to the Beach, Gidget Goes to the Market, on sait pas. Et donc, lui, il disait Gidget Goes Psycho, donc Gidget devient folle. Et ça faisait vraiment mourir de rire le public, sauf que c'était inventé. Et un jour, c'est les membres de la compagnie du théâtre lui ont dit, mais écoute, faut que tu l'écrives en fait, cette pièce, parce que ça fait marrer tout le monde et ça sera un succès. Charles Busch s'exécute, il écrit une pièce qui le transforme en Psycho Beach Party parce qu'il voulait pas reprendre Gidget et avoir des problèmes de copyright. Et donc pendant plusieurs années, ils ont joué deux pièces en parallèle, la même troupe, à telle heure dans cette salle de théâtre et 2 heures après autre part. Et un jour, l'agent de Charles Busch, qui est aussi agent de Robert Lee King, les met en contact. En fait, l'agent de Charles Busch lui dit, ta pièce elle est tellement chouette qu'il faut en faire un film, quoi. Il y a vraiment un truc à faire au cinéma, machin, et un jour j'y arriverai. Et donc un jour l'agent signe le jeune Robert Lee King qui a peu de films ou de séries à son actif, et voilà, l'affaire est emballée. Sauf que dans la pièce de théâtre, c'est Charles Busch qui jouait Chiclette, une jeune étudiante, et donc là maintenant il a 40 ans et donc il se dit bon, je vais peut-être pas jouer, c'est plus trop mon truc. Et surtout il n'y avait pas cette dimension du slasher, il n'y avait pas de meurtre ni rien, donc il dit qu'est-ce qu'il faut quand même que j'ajoute un élément, donc il dit je suis pas trop film d'horreur, moi j'aime pas ça, mais ça peut être rigolo de faire une parodie beach movies slasher, pourquoi pas, on y va. Et il s'est écrit en plus donc le rôle de cette policière parce qu'il tenait évidemment à apporter cette touche queer au film, c'était très important pour lui. Camp, on va dire, hein, il y a un mot, un adjectif qu'on n'a pas cité, c'est camp, hein, c'est-à-dire ce regard queer, ce regard gay sur des objets de la pop culture qu'on tourne un peu à leur dérision, dont on moque le ridicule et dont on essaie de les teinter justement, alors qu'à l'origine ils ne sont pas peut-être volontairement queer, on essaie de renforcer leur côté queer. L'exemple le plus connu pour moi c'est bien sûr le Batman et Robin de Joel Schumacher. Donc c'est intéressant, la genèse du projet, c'est un peu qu'en fait comme les fausses bandes annonces qu'on a eues dans les films Grindhouse par exemple, ce genre de projet, donc ça partait juste d'une blague à la fin d'un spectacle et qui a eu donc droit à sa propre histoire. Et puis il faut pas oublier que, comme tu dis, il a donc ajouté un élément slasher. On est en 2000, le slasher a été réactivé, le néo-slasher est arrivé à partir de la deuxième moitié des années 90 avec la série des Scream. On a eu aussi, souviens-toi l'été dernier, on a eu différentes productions comme ça, même en France, nous, 2000, si je dis pas de bêtises, c'est la sortie de Promenons-nous dans les bois, on l'a un peu oublié, mais c'était un film qui avait quand même, je crois, fait presque 800 000 entrées en France, ce qui est énorme pour un film de genre français. Donc voilà, on était en pleine vague slasher, et c'était aussi une façon d'utiliser aussi ce canevas du slasher, de moquer à la fois le film de plage et aussi les tropes du slasher, la mécanique du slasher. Alors, est-ce qu'on s'intéresse réellement à l'intrigue autour du slasher? Est-ce qu'on s'intéresse vraiment à l'intrigue policière autour de tout ça? Est-ce que ça tient vraiment debout? Bon, c'est bien sûr prétexte à une révélation qui me fait penser aussi à Scooby-Doo. Scooby-Doo, d'ailleurs, qui aura aussi droit à son adaptation au cinéma à peu près à la même époque. Mais au-delà de ça, bon, on est davantage là pour suivre les questionnements du personnage de Florence, qui est merveilleusement joué par Lauren Ambrose. J'adorais Lauren Ambrose à l'époque, donc moi quand j'étais ado,
Widow, c'était la Benjamin de la série Six Feet Under, hein, donc ça fait plaisir de la revoir là, sortie de l'adolescence, à peine 20 ans, et de la voir jouer ce personnage-là avec ce potentiel comique qu'on sentait déjà dans Six Feet Under. C'est déjà un personnage qui est un peu plus marrant, un peu moins sinistre que le reste des autres personnages de Six Feet Under. C'est de toute façon le plaisir de revoir plein d'acteurs de cette époque. On a aussi qui joue dans Buffy contre les vampires, on a Alex de Buffy, oui, Nicholas Brandon. ouais, Nicholas Brandon par exemple. On a Thomas Gibson aussi, qui était, à mon avis, déjà très implanté à la télé, qui après va partir pour 20 ans de Esprit criminel. Mais c'est intéressant de voir ces acteurs qu'on aimait dans des petites productions. Ici aussi, s'amuser avec leur physique très archétypaux. Lauren Ambrose, c'est vraiment la jolie rousse à taches de rousseur, l'espèce de côté un peu poupée. C'est pas du tout une bimbo. Elle est un peu complexée par rapport aux autres personnages qui traversent l'écran, aux autres filles, qui sont vraiment les bimbos blondes des années 50-60. Les garçons ont des mâchoires bien taillées, des coupes de cheveux improbables. Ils sont jamais décoiffés malgré toutes leurs activités sur la plage. À la limite, les cheveux sont un peu mouillés, mais la mèche est toujours parfaite. Donc c'est aussi un film qui joue sur les archétypes physiques de sa distribution, et je trouve que c'est assez savoureux. Oui, oui, il y a aussi la tante, une des tantes de Sabrina, Sabrina l'apprentie sorcière, qui joue la mère de Chiclette. C'est drôle parce que elle reprend un peu son rôle de femme au foyer, mais complètement déjantée, là, cette fois, qu'elle se lâche totalement. Et puis il y a surtout Amy Adams dans, Oui, c'est vrai. je crois que c'est son deuxième rôle, elle avait joué dans Belle à mourir avant. Enfin voilà, c'est vraiment un de ses premiers grands rôles. Je trouve que ça réussit vraiment, le côté camp du film est parfaitement réussi, parce que c'est quand même présent dans le film. Il y a une homosexualité suggérée entre Florence et sa meilleure amie. À un moment, il y a presque un baiser qui est échangé. Il y a deux garçons du groupe des surfeurs qui aussi sont clairement amoureux l'un de l'autre. La bonne résolution du film, c'est quand ils vont enfin s'avouer leurs sentiments. Donc il y a bien évidemment Charles Bush qui joue la flic, et ça se voit clairement que c'est un homme, et il joue vraiment avec cette voix typique des dragues quand ils essaient de faire un personnage de femme un peu mûre comme ça, avec de l'autorité, avec une certaine sensualité, qui termine ses phrases par dear ou sweetheart, tu vois. Ça c'est très savoureux, et je trouve que c'est très réussi pour brocarder le côté très policé, très sage de ces productions pour adolescents des années 60. Et puis donc parfois quand même on revient dans les années 2000. Tu vois, par exemple le rock qu'on entend dans la fin du film, dans la séquence qui se passe dans cette espèce de cave, c'est pas du rockabilly ou de la musique type Beach Boys des années 60, tu vois, c'est un espèce de punk rock typique de la fin des années 90-2000, tu vois. Je sais pas si le film avait rencontré son public à l'époque. Moi je me rappelle avoir vu passer la bande-annonce. Je crois qu'il était très mal distribué, parce que moi dans le sud de la France, dans mon coin, c'était même pas envisageable de pouvoir le voir. Mais je trouve qu'en tout cas, je trouve qu'il met toutes les chances de son côté pour plaire à un public adolescent, de jeunes adultes, pour te parler avec des acteurs que t'as situés à la télévision, avec un ton, avec des blagues. Le problème du camp, c'est que ça peut être un truc très communautaire et très happy few. Pour comprendre le truc, faut vraiment avoir les références. Moi, je trouve que ça reste un divertissement très agréable, et j'ai l'impression, en tout cas pour le public du début des années 2000, assez accessible. Oui, la distribution en France a été assez limitée. Alors pourtant, il existe une VF. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que la VF cut par rapport à la version américaine. Il manque des bribes. Alors j'ai fait le comparatif parce que sur le Blu-ray qu'on a sorti, vous pourrez voir le film en VF posé sur la version longue. Donc on voit à quel moment ils ont censuré. Alors c'est des blagues un peu cul ou des plans trop longs, voilà. Mais ils avaient peur qu'on percute pas des références, des jeux de mots, ou c'est de la censure, enfin, ou c'est pour polisser le film Je sais pas, je saurais pas dire en fait, parce que enfin, il y a quand même rien de choquant, c'est toujours très rigolo, je trouve. Donc Oui, je sais oui. pas. Les distributeurs de l'époque. Il y a beaucoup de double sens, hein. C'est ça qui est très amusant, c'est qu'il y a beaucoup de double sens dans leur dialogue. Avec des sous-titres français, ça passe. Enfin, donc je me dis, je vois pas pourquoi on pourrait pas les faire dire, trouver l'équivalent en français pour comprendre les doubles sens. C'est pas seulement des jeux de mots, c'est de double sens, on va dire, de contexte en fait. Ouais, c'est étonnant. En tout cas, on a refait les sous-titres, hein, c'est des nouveaux sous-titres encore plus rigolos que les précédents. Et on parlait aussi qu'on sortait un petit peu des archétypes de ce genre de film, de la parodie, du slasher, des beach movies. Charles Bush, lui, il aimait pas les films d'horreur, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il voulait pas que les meurtres soient trop sanglants, voilà. Et ce qui est rigolo à noter, voilà, c'est que toutes les victimes, en fait, pourquoi elles sont assassinées, pourquoi le tueur les choisit elles, c'est parce qu'elles ont toutes des défauts en fait physiques. Il y en a un qui a de l'eczéma, l'autre qui a une malformation génitale, et c'est aussi une façon d'ouvrir et dire on accepte les différences des autres, que ce soit l'orientation sexuelle, les défauts physiques, enfin voilà.
voilà, c'est aussi un beau message d'ouverture et d'acceptation. Oui, c'est vrai que ça va dans la thématique du film, effectivement, c'est l'idée queer, l'idée camp du film, c'est vrai. Ça dit, la fin, elle est quand même un peu... elle est rude, la fin, hein. On revient à une réalité, c'est plus grinçant ce à quoi on pourrait s'attendre, hein. Oui, exactement. La fin est beaucoup moins légère que le reste du film. On va peut-être pas la dévoiler, mais oui, ouais, Non. on descend de quelques étages. Parce qu'en fait, c'est un film qui fonctionne, si je devais faire un parallèle, bon, c'est un peu périlleux, mais je veux dire, c'est un peu comme pour L'Enfant Miroir, c'est un film qui a un contre-champ, en fait, dans ce qu'on voit. Il faut imaginer qu'en fait, tout ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité, qu'il existe un monde autour de ça. Le film fonctionne, l'univers de Psycho Beach Party fonctionne parce qu'il fonctionne pas complètement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je trouve sa légitimité parce que on est justement des spectateurs, parce qu'on n'est pas des spectateurs des années 60, on est des spectateurs complices du regard du réalisateur dans les années 2000, voire encore aujourd'hui. Donc c'est un film qui fonctionne encore très bien aujourd'hui, 25 ans après sa sortie. Et donc du coup, en voyant le film, on a presque une double vision. On a à la fois ce monde bien rangé, bien propre sur lui, représenté avec les codes des années 60, et en même temps, on se dit, mais en fait, les adolescents ne vivent pas leur adolescence de cette façon-là. C'est un univers qui se suffit pas à lui-même, en fait. Tu ne peux pas y croire complètement à cet univers-là, et c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui va être, en fait, hors champ, ce qui doit être complété par ton regard sur cet univers de simulacre, cet univers qui est peu crédible. T'as ton référentiel de spectateur conscient du décalage du film. Et j'ai l'impression que la fin, elle contient ce contre-champ, le contre-champ de l'heure et demie qui a précédé, tu vois. Et pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur le camp, je conseille les 3 volumes qui ont été écrits par Pascal Français. Voilà, 3 livres, 3 tomes pour tout savoir, tout comprendre et avoir envie de tout voir ensuite. On a aussi dans les bonus Mylène Da Silva qui a la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach qui nous fait un super bonus sur le camp. Attends, je ne résiste pas au plaisir de dire le nom. Slasher Camp and Son, la capsule temporelle de Psycho Beach Party. Et elle fait également un bonus dans le Blu-ray de L'Enfant Miroir, donc big up à Mylène. Ah, super. Bah, ça se prête bien, effectivement, à l'univers de Mylène Da Silva. Je voudrais faire un parallèle aussi entre ce film et un autre film plus récent. Voilà, c'est ma minute. Ça m'a fait penser à The Love Witch, en fait, de Anna Biller. Un film aussi vraiment très, très coloré, je trouve. Ouais, c'est ça. Très pop, très pop, voilà, c'est ça. Et on est grosso modo un peu dans la même famille esthétique de film. On n'est pas à la plage. Il doit y avoir 2-3 séquences à la plage aussi. Une sorcière qui vit d'une certaine façon dans un film des années 60, on va dire. C'était aussi un film qui fonctionnait de la même façon sur le fait que tu es complice avec le réalisateur de son regard rétrospectif, on va dire, sur ces artifices de cinéma typiques des années 60. Et en même temps, le film aussi, comme je trouve comme Psycho Beach Party, va se détacher de ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement un film qui, dans sa photo, dans ses couleurs, comme a dit Patrice, imite les années 60. Il va se détacher, il va apporter un discours moderne sur la séduction. Et voilà, et peu à peu, il va se détacher simplement de cette espèce de côté sketch de 1h30. On n'est pas juste sur un sketch d'1h30, on n'est pas sur une bande-annonce parodique qui s'éternise un peu. Voilà, on n'est pas dans une bande-annonce dans Hollywood Film Sandwich des As. On a derrière un propos et on va se détacher peu à peu dans la mise en scène va peu à peu se détacher de ce cahier des charges qu'elle s'est imposé au début. Super film aussi, The Love Witch, avec un humour un peu semblable aussi. Il y a le film suivant, alors je sais pas si c'est Charles Busch qui a réalisé, ou en tout cas c'est un nouveau film adapté d'une de ses pièces de théâtre qui s'appelle Die Mommy Die, et avec une autre starlette des années 90, et Jason Presley, le fameux Brandon Routh de Beverly Hills. Ça donne envie, hein. La bande-annonce est vraiment très chouette. Et il cherche un distributeur français, on a dit, bon écoute, Charles Desjans fait sa Beach Party, après on verra. Ouais, peut-être dans un second temps, ça peut être sympa, ouais. Ouais, j'avais l'impression au trailer qu'il y avait un peu moins de budget dans la prod et tout ça, mais je vous invite à regarder le trailer sur IMDb, c'est quand même assez savoureux. En tout cas, pour l'anecdote, saviez-vous que si on remonte l'histoire, que le mot camp fait une de ses premières apparitions en 1871? C'est pas Aristophane? C'est lors d'une affaire... il était en fin de carrière, Aristophane, cette fois-ci. Dans une affaire judiciaire où tu as deux hommes qui se déguisaient en femmes et tout ça, donc il y a toute une histoire, mais du coup, dans les lettres et tout ça, on retrouve le mot camp et campish, et voilà. On imagine bien des dandys anglais, tu vois, de l'époque d'Oscar Wilde, dire camp, it's so camp. I can't do this with you. Oh, come on. Pretend I'm Marvel Ann. I mean, I don't want guys to think I'm frigid. I stroke her arm and she kisses my chest.
You take your clothes off, right? Uh-huh. I caress her smooth satiny flesh. It glows in the sunset. She gently touches my muscles with her fingertips. She sinks to her knees with a look of loving rapture. My erect penis grazes her cheek. She slides it in her mouth, cupping my balls with one hand and playing with my anus with her finger.